Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Manu. Donc moi, je suis dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Je voulais participer puisque donc c'est un monde débordé. Vous parliez des mails. C'est toute une évolution, les mails. Donc j'ai connu l'époque où il y avait les téléx. On a eu les fax, le GSM. Maintenant, il y a les mails. C'est chronophage. Ça prend du temps. On ne va pas à l'essentiel. Les gens ne préparent pas grand-chose et ils oublient énormément de choses. C'est l'ensemble des intervenants qui souffrent et qui pallient les défaillances des nouvelles générations. Tout à fait. Et je suis bien passé pour en parler parce que effectivement, je viens du monde du BTP et j'ai connu tout ça, quoi. Ok, heureux d'être avec vous. Et ben pareil. Eh ben déjà, merci à vous hein, de participer, de partager. J'aime bien voilà, pouvoir partager sur ce domaine. C'est un domaine qui, moi, m'intéresse beaucoup, me passionne. Et du coup, je vais vous expliquer un peu pourquoi et d'où ça vient. J'ai fait comme vous. J'ai fait un constat, comme la plupart d'entre vous, hein, ce que vous venez de partager, c'est qu'effectivement, tout le monde travaille dans l'urgence. Aujourd'hui, le mode pompier, éteindre des incendies, c'est un peu le mode par défaut de la plupart des gens, et on trouve de plus en plus ça normal. Personnellement, pas moi. Je trouve que travailler constamment dans l'urgence, c'est pas une stratégie, c'est justement quelque chose d'assez épuisant, qui a souvent aucune fin, et qui joue sur notre morale, sur notre santé, sur tout ce qui va avec. Autre point qu'on a vu ensemble juste avant, c'est effectivement le nombre d'interruptions. Aujourd'hui, comme je le dis souvent, il y a des solutions informatiques qui arrivent, il y a des solutions de différentes manières qui finalement sont des problèmes qui viennent se rajouter, puisque bah, ça contribue à être de plus en plus interrompu, que ce soit par les mails, que ce soit par les applications Teams, Zoom, que ce soit par les Slack, les WhatsApp, les SMS et tout ce qui va avec. Le téléphone sonne dans tous les sens, et en ça, on rajoute bah, nos collègues qui nous interrompent, nos clients qui nous sollicitent, voire nous sursollicitent et les managers ou la direction qui vient justement rajouter leur lot d'interruptions là-dedans. Donc il y a une étude qui nous montre qu'en moyenne, on est interrompu toutes les 12 minutes et qu'il nous faut 3 à 8 minutes pour retrouver le même niveau de concentration. Donc si on fait le calcul rapide, hein, 3 à 8 minutes dérangées toutes les 12 minutes, sur une journée de 7 à 8 heures, bah, ça fait que 3 à 5 heures de travail effectif, ce qui finalement ne fait pas beaucoup. Autre constat, c'est que même les personnes les plus ambitieuses, eh ben, elles finissent par être débordées. Voilà, si vous êtes là, j'imagine que c'est que vous cherchez des solutions, si vous avez envie de pouvoir travailler dans des bonnes conditions, et malgré tout, bah, notre ambition, parce que je me considère dans ces personnes aussi, eh ben, sans organisation devient un piège. On a envie d'en faire toujours plus, et malgré ça, bah, on court après le temps, on court à travers les projets des uns des autres et de tout ce qu'on doit faire. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a jamais assez de temps. Donc nos journées sont certes bien remplies, mais on avance rarement sur les projets les plus essentiels pour nous, ou du moins pour notre fonction. Et du coup, on a une surcharge mentale et un stress qui devient bah, permanent, quotidien. Et le problème, c'est que parfois, on finit par s'y habituer. Et quand on a moins de stress, bah, ça fait presque bizarre pour certains. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai mis en place cette masterclass pour pouvoir en parler avec vous, avec le plus grand nombre. L'idée, c'est de vous expliquer bah, les secrets, les choses que moi j'ai découvertes à travers mon parcours professionnel. C'est un, comment ne plus travailler dans l'urgence en permanence. Deux, bah, comment diminuer le nombre d'interruptions. Et trois, bah, comment ne plus être débordé. Et pour ça, l'idée, c'est de connaître les 7 erreurs fatales des personnes débordées. Parce que vous allez voir que ces 7 erreurs-là, moi, je les ai commises. Probablement, vous en commettez quelques-unes, vous aussi. Et il y a moyen de se sortir de là. Avant de vous expliquer, d'aller un peu plus loin, eh ben, je vais vous expliquer un peu qui je suis. Aujourd'hui, je suis formateur professionnel, hein. Ma spécialité, c'est justement la gestion du temps, l'organisation, l'efficacité, qu'elle soit personnelle ou collective. Je fais des formations, de l'accompagnement, du conseil. L'idée, c'est d'apporter bah, des solutions aux personnes pour qu'elles puissent justement travailler le plus sereinement possible, sans avoir constamment le stress lié à la gestion des mails, à la gestion de la charge de travail, à la gestion des interruptions et tout ce qui va avec. Donc c'est pour ça que j'ai fondé le centre de formation Aligné, parce que c'était également pour moi important de pouvoir aligner ses valeurs avec son travail. Je vous raconte voilà, rapidement mon parcours pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. À la base, j'ai commencé en 2017 après un IUT génie civil en tant que chauffeur-livreur dans une petite entreprise de canalisation. J'ai fait tout mon possible pour eux et puis ils m'ont permis d'être commis de chantier, puis dit conducteur de travaux, chargé d'affaires et directeur de travaux. Après 3 ans dans l'entreprise, j'avais ma place, je dirigeais tous mes chantiers sur toute l'île de France. C'est à ce moment-là, je veux dire, en 2010, que beaucoup de choses ont changé pour moi, puisque le directeur de l'entreprise
a décidé de partir à la retraite. Enfin, décidé. Du moins, il devait prendre sa retraite à ce moment-là. Et comme lui, il n'avait pas spécialement envie de partir, il m'a proposé de lui succéder tout en restant consultant pendant 5 ans. Il allait m'aider, me former pour prendre la direction de l'entreprise. Moi, j'avais 26 ans. La boîte, on faisait à peu près 2 millions de chiffres d'affaires. On était une petite dizaine dans les bureaux. On avait jusqu'à 22 équipes sur les chantiers. Ça tournait bien, donc j'avais toutes les raisons d'accepter. J'ai juste mis une petite condition, c'est qu'à l'époque, on travaillait vraiment à l'ancienne, pas d'ordinateur, très peu d'informatique. Donc, j'ai demandé voilà, un peu d'informatique dans l'entreprise. Le directeur m'a dit oui, avec grand plaisir. Et il m'a dit, moi, je te prépare un plan pour que dès la semaine prochaine, on puisse ensemble travailler et que toi, tu prennes ton rôle de directeur adjoint. Le week-end arrive, on fait le pot de départ avec lui. Et je me souviendrai toujours de son pot de départ parce que c'est un moment qui m'a marqué. Déjà parce que c'était une personne qui était adorée de toutes les personnes qui travaillaient et également des personnes ses clients. Et donc, du coup, je suis allé le voir en lui disant, voilà, qu'est-ce qui se passe pour moi lundi? Qu'est-ce qui va changer concrètement? À quoi je dois me préparer? Et il m'a dit, écoute, rassure-toi, j'ai tout prévu. Lundi, je te prévois une surprise, donc viens tranquillement, sans te prendre la tête. Donc c'est ce que j'ai fait. Lundi, je suis arrivé tranquillement, sans me prendre la tête. Sauf que la première surprise, ça a été de pas le voir. Mon directeur, qui était quelqu'un qui arrivait très tôt le matin, n'était pas là. Donc j'ai attendu, je me suis dit, tiens, son premier jour de retraite, peut-être que lui, il se prend une petite grasse matinée, après tout, ça serait bien mérité. Sauf que finalement, j'accueille les gars, je les fais repartir sur les chantiers. J'attends 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, fin de matinée, je le vois toujours pas arriver. Et là, à ma grande surprise, c'est pas lui qui arrive, mais le président de l'entreprise, qui était à la retraite depuis une douzaine d'années. Je me pose la question, pourquoi est-ce que lui, il est là? Et surtout, je le vois avec un énorme fax sous le bras, en train de galérer à passer la porte. Et je me pose la question, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire avec son fax? Et qu'est-ce qu'il fait là dans l'entreprise? Alors qu'il est à la retraite depuis déjà, je vous dis, plus d'une douzaine d'années. Je lui pose la question et il m'explique tout simplement que le directeur a eu un petit problème, c'est-à-dire que en jouant la console avec son fils, il a fait une crise d'épilepsie. Lorsqu'on l'a emmené aux urgences, on lui a décelé un cancer généralisé. Et là, Oh lorsque lui merde. il a expliqué qu'il voulait rentrer pour aller former un petit gars pendant 5 ans dans son entreprise, on lui a expliqué gentiment que les 5 ans, les médecins n'étaient pas sûrs que lui, il les aurait. Donc il fallait qu'il revoie ses priorités et qu'il fasse le bon choix. Donc, dans la nuit du dimanche au lundi, il a appelé le président en lui expliquant que, voilà, effectivement, il lui a raconté la situation et surtout qu'il ne reviendrait pas à l'entreprise, qu'il fallait qu'on se débrouille, lui et moi. Sauf que comme il avait tout dans la tête, rien en informatique, le plan qu'il avait prévu sur 5 ans, personne n'en a jamais vraiment su ce que c'était. Et donc du coup, le président, lui, m'a dit, moi j'ai fait tourner la boîte pendant plusieurs années, des dizaines d'années, et ça a très bien fonctionné comme on fonctionnait à l'ancienne. Donc comme le disait Manu tout à l'heure, hein, des fax, des coups de téléphone à l'entreprise, beaucoup de papier, d'envois par courrier. Sauf que moi je lui dis, voilà, le but c'était quand même d'informatiser l'entreprise, et les clients aujourd'hui c'est ce qu'ils demandent, des mails, de l'instantané, de la réactivité. Et du coup, le débat a duré plusieurs heures. C'est lui le président, c'est lui qui a gagné. Donc, j'avais obligation de faire ce qu'il me demandait, de continuer les fax, d'envoyer des courriers, de faire tout par papier pour qu'il puisse avoir une trace, et également de satisfaire mes clients. C'est-à-dire continuer d'envoyer des mails, de faire des scans pour envoyer tout en dématérialisé. Donc, double de travail. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai connu le débordement. Je me suis rendu compte que j'avais la tête sous l'eau, que j'arrivais pas à tout faire dans la journée, que plus la charge de travail augmentait, plus ma charge mentale augmentait. J'arrivais pas à décrocher le soir. C'était difficile pour moi, même le week-end, de penser à autre chose qu'à mon boulot. Et je me suis dit que je pouvais pas rester comme ça. Donc, je me suis dit, faire moins à ce jour, c'est pas possible. Il faut forcément que j'arrive, que je trouve un moyen de faire mieux. Et là, j'ai commencé à chercher. Sauf que en 2010, il n'y avait pas encore tout ce qu'on trouve en 2024 sur Internet avec YouTube, les formations en ligne et tous les trucs et autres. Donc, j'ai fait comme on faisait à l'époque, hein. J'ai sorti des bouquins, j'ai été faire des formations en présentiel, j'ai tout fait pour apprendre. Et c'est là que j'ai découvert tout ce qui est développement personnel, leadership, organisation personnelle, efficacité et tout ce qui va avec. Sauf que je me suis aperçu effectivement qu'il y avait beaucoup de choses qui sont très théoriques, hein. Quand on lit un livre, c'est loin d'être facile d'appliquer derrière. Quand on fait une formation, ce qui m'arrivait souvent, je me suis retrouvé des fois le lundi matin devant mon ordinateur tout seul à me dire, OK, c'était super intéressant, sauf qu'en vrai, dans la vraie vie, comment on fait pour appliquer ce qu'on nous dit dans ces formations théoriques? Et ça m'a pris plusieurs années avant de trouver la réponse.
J'ai testé beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas, d'autres effectivement qui ont fonctionné, mais il a fallu que je fasse mes propres erreurs pour pouvoir trouver ce qui allait fonctionner pour moi. Et puis j'ai trouvé effectivement ce qui fonctionnait pour moi. Je travaillais avec toute une entreprise. L'idée, c'est également de trouver ce qui fonctionne aussi pour les autres. Parce qu'une fois qu'on est bien organisé soi, je ne me voyais pas moi imposer mon organisation à tout le monde sans leur poser la question de ce que eux avaient déjà mis en place et autres. Donc ça m'a pris une année de plus pour pouvoir trouver justement des moyens de m'organiser moi, de faire en sorte que cette organisation, elle puisse devenir collective, depuis la partager avec toutes les personnes de mon entreprise. Et en 2012, après 2 ans de galère, d'efforts, de journées à rallonge, toute l'entreprise et moi-même, on était bien organisés. Ça roulait, ça tournait, ça devenait de plus en plus fluide. Sauf que le président et moi, c'était compliqué. Lui, il voulait que je continue à envoyer mes mails par fax, que je réimprime certains mails pour les renvoyer par courrier parce qu'il n'avait pas confiance en l'informatique. Donc au bout d'un moment, je lui dis, écoute, moi je peux plus continuer comme ça, il va falloir que ça change. Il m'a dit, la seule chose qui va changer, c'est toi. Et donc du coup, ton poste. Et donc du coup, je suis parti, j'ai changé effectivement d'entreprise. Je suis resté 5 ans de plus dans le BTP, dans une autre entreprise un peu similaire à la mienne, où j'ai pu apporter justement différentes compétences, tout ce que j'avais mis en place sur mon organisation, ma gestion du temps, mon efficacité. Au bout de 5 ans, j'ai voulu lancer un projet entrepreneurial, celui de former des personnes dans le domaine dans lequel je travaillais, c'était les canalisations enterrées. Sauf que voilà, lorsque je me suis lancé, j'ai préparé une formation, je pensais que tous mes clients allaient acheter tout simplement, sauf que quand je leur ai proposé, ils m'ont clairement fait comprendre que ça les intéressait pas du tout. Parce qu'en tant que sous-traitant, je prenais toutes les responsabilités. Si je les formais pour apprendre à faire ce que moi je faisais, ils devenaient responsables et ces responsabilités, ils en voulaient pas. Donc, j'étais formateur professionnel, j'avais passé mon diplôme, mais j'avais un projet qui ne fonctionnait pas. J'ai voulu me recentrer un petit peu sur moi-même. En 2018, je suis parti faire le tour du monde, réfléchir, apprendre et aussi tester le développement personnel par moi-même. Et j'ai beaucoup appris pendant cette année. En revenant, j'ai créé un centre de formation qui s'appelait le centre de formation Aligné. Et j'ai eu un impact, un tilt, un déclic, comme on dit. Tout simplement, lorsque je suis revenu, je voulais faire également du développement personnel. Et puis j'avais une formatrice, une amie que je connaissais très bien, qui m'a dit, voilà, moi je fais des formations en développement personnel, mais j'aimerais bien aider les gens à s'organiser, être plus proactifs, plus efficaces. Toi, avec tout ce que tu as appris dans le BTP, est-ce que tu veux bien m'aider, me donner des conseils, des tips? Et effectivement, on a mis ensemble en place une solution pour pouvoir aider les personnes à gérer leur temps, à être plus efficaces, et ça le plus sereinement possible. Et donc du coup, elle m'a dit que ça marchait super bien, et elle m'a proposé de former une autre formatrice. Et là, je me suis dit, attends, je forme une personne, elle lance sa formation, c'est elle qui fait tout, moi j'ai aucune rémunération. Elle demande de me former gratuitement une autre personne, une autre formatrice. Peut-être qu'il faut que je me remette en question et que potentiellement j'ai quelque chose à apporter à des gens dans ce domaine. Et c'est là que justement j'ai eu ce déclic en me disant, effectivement, j'ai galéré moi pendant 10 ans dans le BTP, j'ai trouvé des solutions et testé beaucoup de choses, peut-être que je peux contribuer au monde, aux autres, en leur apportant les solutions que j'ai testées et qui fonctionnent, tout ce qui a été éprouvé. Et justement, c'était important pour moi d'être aligné entre ce que je dis, ce que je fais, et c'est pour ça que j'ai appelé le centre de formation Aligné. Entre-temps, je me suis beaucoup intéressé aux neurosciences pour l'accompagnement. Et vous allez voir, je vais vous en parler un petit peu parce que c'est ce qui m'a permis de comprendre, d'avoir le mode d'emploi de mon cerveau, du vôtre également, et de voir pourquoi est-ce que avant j'étais débordé et pourquoi ce que j'ai mis en place m'a aidé à être justement plus productif, à en faire plus, tout en faisant concrètement beaucoup moins. Entre-temps, également, 2 autres aventures, hein. J'ai eu 2 enfants. Je suis papa d'une petite fille de 5 ans dans quelques jours, dans 4 jours exactement, et d'un petit garçon qui a eu 9 mois il y a quelques jours également. Depuis cette aventure, voilà 7 ans que je suis formateur professionnel. J'ai accompagné 1450 personnes à travers 902 entreprises différentes avec toujours 3 objectifs: la gestion du temps, l'organisation, l'efficacité, qu'elle soit personnelle ou collective. Ce qui m'a donné le déclic aussi, c'est ma rencontre avec Mike Horn. Je ne sais pas si vous connaissez ce personnage, cet explorateur. Moi, c'est quelqu'un que j'ai découvert à travers la lecture, que j'ai revu par la suite à travers des émissions, et j'ai eu la chance d'être invité à une de ses conférences en revenant de mon voyage de Tour du Monde. Tour du Monde que lui-même m'avait inspiré à ce moment-là. Et lorsque je suis arrivé à sa conférence, la première chose qui était affichée, c'était 30 000. Et là, je me suis posé la question, et je vous la pose également. Quand on entend ça pour la première fois, sans savoir de quoi il s'agit, est-ce que c'est une notion de beaucoup qui vous vient à l'esprit, ou est-ce que c'est une notion de pas beaucoup? 30 000, et je me suis dit, voilà, de quoi est-ce qu'il veut nous parler? Pour moi, c'était un chiffre assez énorme, et je me suis posé la question de quoi est-ce qu'il s'agit. Et il nous a donné un indice, c'est une question de timing. Les gens pensent au nombre de secondes qu'il peut y avoir par jour. Est-ce que ça serait des 30 000 secondes, puisqu'il s'agit d'une question de timing? Et non, c'est pas une question de secondes. De minutes non plus.
il s'agit de jours. Il s'agit de 30 000 jours. L'idée, c'est de comprendre comment est-ce qu'il en arrivait à présenter ça. Et je vous raconte une petite anecdote que lui-même a partagée. À l'âge de 6 ans, Mike Horn habitait en Afrique et il décide d'aller atteindre un phare qui était suffisamment loin pour qu'il ait besoin de prendre son vélo, de pédaler toute la journée, de pédaler toute la nuit et surtout de dépasser les limites que ses parents lui avaient imposées. Ses parents, en voyant qu'il n'est pas là, ils finissent par le rechercher, le retrouver et Mike Horn se fait punir pour la première fois de sa vie. Il est privé de sortie. Et comme un petit garçon de 6 ans, quand tu es privé de sortie, tu boudes dans ton coin, tu râles un petit peu sur tout ce qui va, et il s'est dit, mais moi, je voudrais faire des aventures tous les jours. Et du coup, il s'est posé la question, mais si je fais une aventure par jour, combien d'aventures est-ce que je vais faire toute ma vie? Et si on fait le calcul, de 0 à 82 ans, eh ben, on vit 30 000 jours. Et une fois qu'il m'a partagé cette information-là, je me suis reposé la question. Attends, 30 000 pour toi, Quentin, est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est pas beaucoup? Quand il s'agit de jours de vie, je me suis dit 30 000, pour moi, personnellement, je trouve pas ça énorme. Alors oui, ça en fait des jours, mais est-ce que c'est vraiment énorme? Pour moi, pas tant que ça. Donc je vous pose la question, pour vous, 30 000 jours de vie, est-ce que ça vous paraît beaucoup ou pas beaucoup? Pas beaucoup. Exactement. J'ai fait le même constat, je me suis dit, c'est pas si énorme que ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir en profiter un maximum. Et c'est pour ça que la gestion de mon temps, que ce soit mon temps professionnel ou mon temps personnel, est devenu quelque chose d'assez important, assez impactant pour moi. Et je me suis dit que ça devrait également être impactant pour beaucoup de personnes. Surtout quand on se rend compte que la vie, c'est pas si long que ça. Et que chaque jour devrait justement être précieux. Et au tout début, quand j'ai commencé en tant que formateur, la première fois que j'ai travaillé avec un client, après lui avoir présenté mon offre, il m'a dit, voilà, moi ce que j'aimerais, c'est gagner 12 minutes par jour de travail. Je lui ai posé la question, attends, pourquoi 12 minutes? Il m'a dit, parce qu'à l'époque, on passait 12 minutes à attendre que son ordinateur démarre, que Internet rame, que les logiciels se lancent et que, en gros, on puisse se mettre au travail. Et donc, du coup, il me disait, ça fait des années que je perds ces 12 minutes, je voudrais maintenant m'organiser, gérer mon temps, être plus efficace pour récupérer ces 12 minutes. Et du coup, il m'a dit, voilà, est-ce que ça te semble possible? Et je lui ai posé la question, et je vous la pose à vous également. Toi, qui veux me faire travailler pour ça, est-ce que toi, tu penses que si je te donne des techniques, des méthodes, tu peux avoir la même charge de travail, mais la faire en 12 minutes de moins? Est-ce que vous, concrètement, ça vous semble jouable? Il faut savoir que lui, direct, il m'a dit, oui, oui, effectivement, 12 minutes, il y a moyen. C'est pas si énorme que ça, 12 minutes par jour. Et donc, du coup, je l'ai amené à faire un petit calcul. Ok, ça représente combien de temps par année? Si on fait le calcul, hein, on travaille à peu près tous 5 jours par semaine. On a à peu près tous 5 semaines de congés payés par an. Donc, on travaille 47 semaines. 12 minutes, 5 jours, 47 fois par semaine, ça représente tout simplement 47 heures. Soit un peu plus d'une semaine de 35 heures à la fin de l'année. Donc, se libérer ne serait-ce que 12 minutes par jour de travail, c'est déjà récupérer, libérer, gagner, à vous de voir le mot que vous voulez y mettre, un peu plus d'une semaine de 35 heures avant la fin de l'année. Maintenant, imaginez gagner 45 minutes par jour de travail. Est-ce que ça vous semble possible? Sachant que 45 minutes par jour de travail, ça représente 176 heures par année, soit exactement 5 semaines de 35 heures. Donc si vous arrivez à faire la même quantité de travail en 45 minutes de moins chaque jour, vous avez récupéré, libéré, tout simplement 5 semaines de 35 heures en plus. Maintenant, est-ce que ça vous semble possible? Bien souvent, 45 minutes, les gens hésitent. Ça semble un peu moins possible. Pourtant, c'est le temps moyen. Les gens à qui que j'ai accompagnés, voilà, ont libéré chaque jour. Pour certains, c'est un peu moins, pour certains, c'est un peu plus, voire même beaucoup plus. Maintenant, à vous de voir quel impact ça pourrait avoir d'avoir 45 minutes par jour, soit 5 semaines de 35 heures à la fin de l'année. Maintenant, l'idée, c'est de se poser la question, ok, 45 minutes, c'est bien, mais comment on fait? Et c'est là que, justement, je vais vous parler des 3 secrets. Comment ne plus travailler dans l'urgence en permanence? Et pour ça, si vous êtes d'accord, on va faire une petite expérience ensemble. Très simple, mais très efficace. Je vais tout simplement vous laisser 5 secondes pour trouver un maximum d'objets dans la pièce dans laquelle vous êtes, de la couleur que je vais vous annoncer. Ça veut dire que vous aurez 5 secondes pour compter tous les objets de la couleur que je vais vous annoncer. Une fois que j'ai fini moi de compter jusqu'à 5, vous n'avez plus le droit de compter quoi que ce soit. C'est-à-dire que si vous voyez un objet en plus de la même couleur autour de vous après le décompte, interdit de compter. C'est OK pour vous? Ok. Oui. Alors c'est parti, vous avez 5 secondes pour trouver un maximum d'objets rouges autour de vous. 1, 2 et 5. Plus le droit de compter quoi que ce soit, on joue le jeu. Dites-moi dans les commentaires ou à l'oral combien d'objets rouges est-ce que vous avez compté autour de vous? 3. 3, ok. Maintenant, combien d'objets bleus vous avez compté autour de vous? Aucun. Eh bien évidemment, aucun. Pourquoi? Tout simplement parce que la consigne, c'était compter les objets rouges autour de vous. Donc, il n'y avait pas de raison de compter les objets bleus autour de nous.
Par contre, si je vous avais dit, comme consigne, vous allez compter les objets bleus autour de vous. On est d'accord que tout le monde est capable de le faire. Même si j'avais compliqué un peu le truc et je vous ai dit, allez, vous avez 5 secondes pour compter les objets bleus et les objets rouges. On est d'accord que ici, on est tous capables de le faire. On aurait compté les objets bleus, les objets rouges, on aurait pu les additionner et avoir un résultat à la fin. Mais pourquoi on ne l'a pas fait? L'idée, c'est de comprendre comment fonctionne notre cerveau. Ce qu'on appelle le comportement par défaut de tous les cerveaux. Notre cerveau, il a deux principes fondamentaux. On en verra d'autres après, mais on va commencer par ça. Le premier, c'est que notre cerveau fait ce qu'on lui demande avec précision. C'est-à-dire que si on dit à notre cerveau, compte les objets rouges, qu'est-ce qu'il va faire? Il va compter les objets rouges. Si on dit à notre cerveau, compte les objets bleus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va compter les objets bleus. Si on dit à notre cerveau, tiens, prends une tasse et bois un coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre une tasse et boire un coup. Notre cerveau fait ce qu'on lui demande avec précision. Deuxième principe, c'est tout ce sur quoi on porte notre attention s'amplifie. C'est-à-dire que si je porte mon attention sur le rouge, qu'est-ce qui se passe autour de moi? J'amplifie tout ce qui est rouge et mon cerveau voit tout ce qui est rouge tout le temps, tout autour de moi. Parce que on lui a demandé. Donc, ce qui peut donner d'autres exemples dans le monde du travail, qui moi m'est déjà arrivé. Vous savez, ce moment où vous êtes en train de travailler, vous êtes concentré, et puis vous commencez à entendre la discussion de deux personnes qui sont dans la pièce d'à côté. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous continuez à travailler, vous essayez d'être focalisé sur ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez commencé à porter votre attention sur les personnes qui parlent. Et puis du coup, vous allez porter encore un peu plus votre attention dessus, et encore un peu plus, et encore un peu plus. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait qu'au bout d'un moment, les gens, on les entend de plus en plus parler, on a l'impression qu'ils font que ça de parler, ça nous empêche de nous concentrer, jusqu'à ce qu'on finisse par s'énerver un petit peu, et aller les voir en leur disant gentiment, écoutez, je suis désolé, mais il y en a qui bossent, est-ce que vous pouvez aller discuter ailleurs? Et eux, ils vont se poser la question, mais attends, qu'est-ce qui lui arrive d'un coup? Mais c'est pas d'un coup, c'est qu'on a porté notre attention dessus, ça s'est amplifié, 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 jusqu'à ce que ça finisse par être trop. Mais effectivement, l'idée, c'est qu'on peut faire fonctionner notre cerveau différemment. Maintenant, qu'est-ce que l'on nous demande le plus souvent en entreprise? Je vous aiguille un peu sur la réponse. Par exemple, quand on vous envoie un mail, qu'est-ce que la personne qui vous envoie un mail attend de vous? Une réponse Une immédiate. réponse immédiate, ouais. Une réponse immédiate. Maintenant, quand une personne vous téléphone, qu'est-ce qu'elle attend de vous? On lui trouve sa solution Quasiment durant le immédiatement également. durant le coup de fil. Durant le coup de fil. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un vient nous solliciter directement dans notre bureau à l'endroit où on est en train de travailler? La même chose, c'est-à-dire une réponse immédiate. Exactement. Sur quoi est-ce qu'on porte notre attention de manière permanente en entreprise? Le côté immédiat. D'accord? Ce qui veut dire que plus on porte notre attention sur le côté immédiat, et plus on devient justement réactif. Tout le temps à vouloir répondre immédiatement et être encore plus réactif et encore plus être réactif. Et du coup, on est sursollicité, oui, mais surtout on essaye d'être le plus réactif possible. Et du coup, on porte notre attention là-dessus. Comment on fait pour être plus réactif? Comment on fait pour être plus réactif? Comment on fait pour être plus réactif? Et notre cerveau fait ce qu'on lui demande avec précision. On essaye d'être réactif, et il va tout faire pour nous trouver des solutions pour être de plus en plus réactif. Sauf que c'est pas la seule solution. Comme on dit souvent, je vous partage la définition, il y a la réactivité, mais il y a aussi la proactivité. La réactivité, c'est souvent gérer dans l'urgence, être en permanence sollicité, attendre que quelque chose arrive et y répondre, avoir quelque chose qui déclenche notre action. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'initiative de l'action, mais c'est les autres, à travers leurs mails, à travers leurs coups de téléphone, à travers leurs sollicitations. La proactivité, c'est l'idée justement d'anticiper, de prévoir à l'avance, de préparer et de provoquer ce que l'on a choisi, ce que l'on désire. Quand on est proactif ou on agit avant que les problèmes ne surviennent, on trouve des solutions avant pour qu'au moment du problème, on ait déjà la solution. Donc on va planifier, préparer et en général éviter d'être submergé. Donc être réactif, c'est éteindre ou continuer à éteindre des feux. Être proactif, c'est justement éviter que les feux se déclenchent. Sauf que voilà, comme on nous sollicite tout le temps pour être réactif, notre cerveau porte notre attention là-dessus, on est de plus en plus réactif et on finit par être réactif tout le temps pour tout. On est réactif aux mails, on est réactif au téléphone, on est réactif aux interruptions des autres, mais on devient réactif émotionnellement, on devient réactif dans notre humeur, on est en mode réactif permanent. Maintenant, la question à se poser, c'est sur une journée type, une journée classique, lambda. Est-ce que vous pensez que vous êtes plutôt réactif, c'est-à-dire il y a quelque chose qui arrive, vous enclenchez une action, ou alors est-ce que vous arrivez tout simplement à prévoir à l'avance et faire les choses au moment prévu? Donc sur une journée type, à peu près pour vous, quelle est la proportion de réactif, quelle est la proportion de proactif? À la grosse, vous diriez quoi? Plus réactif ou plus proactif? Plus réactif. Ça dépend de la période du mois pour ma part, parce que
Quand j'ai les notes de frais, généralement, c'est entre la fin de mois et le début de mois. Je vais être proactive, c'est-à-dire que dès que j'ai des mails avec des éléments, je les traite au fil de l'eau. Ça dépend le travail, ça dépend la période dans le mois aussi, enfin, je Tout à trouve. fait, effectivement. Donc ça va varier, mais souvent, on a quand même cette part de réactivité qui fait que plus ou moins dans l'action immédiate, plus que Oui, dans la planification. voilà, il y a des tâches récurrentes qui tombent tous les mois en début, en milieu ou fin de mois. Donc ça, c'est étant récurrent, normalement, on devient proactif avec ces tâches-là. Normalement, effectivement. Normalement, exactement. Maintenant, la question que je vous pose, c'est, admettons qu'on soit dans le monde idéal, hein, le monde des bisounours. Pour vous, dans la journée vraiment où vous choisissez tout ce que vous voulez, c'est-à-dire il n'y a pas de contrainte des autres, du planning, de l'emploi du temps, de la sollicitation, quelle serait votre proportion idéale? Est-ce que vous préférez être plus réactif ou plus proactif? Ouais, ben, plus proactive. Moi, je dis, il faut un juste milieu. Bien sûr, il faut un juste milieu, mais Mm. il serait où le milieu? Est-ce que 50-50, 60-70, Non, enfin 70-30? 70-30. Moi, je dirais 50-50 parce que quand on est trop proactif, on a tendance à ne pas savoir dire non et le manager le voit et allez hop, une tâche. Ah, mais Alors on va vous voir êtes que c'est... organisé, allez, ah bam, on vous en rajoute. Je sais pas, je suis plus dans cette optique-là, moi. D'accord. C'est Donc on va vrai voir que que c'est la un peu réac- l'inverse. Je vous Oui, mais c'est ai en vrai parlé. que Ouais. oui, mais je disais que c'est vrai que la réactivité, c'est aussi synonyme de compétence. Bon, en tous les cas, pour certains, être réactif voudrait dire qu'on soit compétente, ou compétent, compétent. Donc ça fait partie de l'une des erreurs, effectivement. C'est-à-dire que souvent, les gens vont dire: «Ah, merci Cécile pour ta réactivité». Mais personne ne Ah, pensera à te dire: «Tiens, merci pour ta proactivité». Parce que la proactivité, ça se voit pas. non. Sauf que quand on est réactif, 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 c'est difficile d'être proactif du jour au lendemain. Par contre, quand on est proactif, qu'on prépare à l'avance et que les autres, que l'on est réactif parce que tout simplement, ils n'ont pas l'habitude des gens proactifs, qu'on fait ce qu'ils nous demandent en temps voulu et au moment voulu, sans qu'ils aient nous à le demander, bah, personne ne vous dira: «Ah, merci pour votre proactivité». Parce que eux auront l'impression que effectivement vous êtes réactif. Le problème, encore une fois, c'est que tout ce sur quoi on porte notre attention, on l'amplifie. Si on amplifie la réactivité, on est en permanence réactif. Par contre, si on amplifie et on porte notre attention sur la proactivité, on sera de plus en plus proactif. Et l'idée, c'est effectivement d'être proactif, mais sans forcément avoir du temps libre pour les sursollicitations permanentes des autres. Donc, on va voir exactement comment on peut justement continuer à être proactif, voire être plus proactif, tout en sachant être réactif. Parce qu'un proactif peut du jour au lendemain faire quelque chose de réactif. Un réactif ne peut pas du jour au lendemain faire quelque chose de proactif. Donc comment on fait pour devenir plus proactif? Bah, va falloir diminuer les interruptions. Parce que bien souvent, qu'est-ce qui nous oblige à être réactif? Le fait qu'en permanence, on nous sursollicite. Donc comment appliquer ces deux principes si on est sollicité en permanence? Mais il faut rajouter une petite variable. C'est que notre cerveau fait ce qu'on lui demande avec précision. Mais est-ce qu'on est tout le temps en train de se demander à notre cerveau, à nous-mêmes, des choses? La plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On demande rien à notre cerveau, parce que personne n'a été éduqué, formé à se dire, tiens, bah, demande-toi ça, demande-toi ça, demande-toi ça. Ça paraît même bizarre quand je le dis. On est d'accord? Donc qu'est-ce que fait notre cerveau si on lui demande rien? Bah, il fait ce qu'il a toujours fait pour obtenir ce qu'il a toujours obtenu. Il fonctionne en mode par défaut. Et qu'est-ce que c'est que ce mode par défaut? Bah, ce sont nos habitudes. C'est-à-dire qu'il faut savoir que tous les cerveaux sont programmables et les programmes que l'on met dans notre cerveau, ce sont nos propres habitudes. Et la plupart du temps, eh ben, on fonctionne en mode automatique, à cause ou grâce de nos habitudes. Il faut savoir que ces habitudes dirigent 98% du comportement d'un être humain moderne. Donc, je vous pose la question, est-ce que vous savez comment fonctionnent vos habitudes? Qu'est-ce que c'est qu'une habitude et comment on crée une habitude? Une petite idée? Non. Eh ben, ça tombe bien parce que je vais vous en parler. Je vais vous donner la définition d'une habitude et vous expliquer comment ça fonctionne concrètement et comment ça nous impacte au quotidien. Une habitude, c'est ce qu'on appelle un comportement automatique déclenché par des signaux situationnels, ce qu'on appelle les déclencheurs. Qu'est-ce que c'est qu'un déclencheur? Bah, c'est un peu comme si dans notre tête, on avait plusieurs boutons et que bah, notre habitude, elle est déclenchée par quelque chose qui appuie sur le bouton. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose? Bah, ça peut être tout simplement un moment de la journée, ça peut être le comportement d'une personne, ça peut être une émotion, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être tous les matins, votre réveil sonne, c'est un déclencheur. Qu'est-ce qui se passe derrière? Eh ben, l'habitude que vous avez. Hein, il y en a qui vont se lever, qui vont aller peut-être direct à la machine à café, se faire couler un café. Il y en a d'autres peut-être qui vont se lever, aller chercher, je sais pas, les vêtements des enfants ou aller prendre une douche.
un premier déclencheur, on fait comme d'hab et le programme se déroule. Bah, c'est ça un déclencheur. Ensuite, nos habitudes naissent lorsque le cerveau prend un raccourci et cesse de réfléchir. C'est-à-dire que tant qu'on est en train de réfléchir, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, nanani nanan, c'est pas une habitude. Pour qu'une habitude soit en place, il faut que le cerveau il soit en mode je réfléchis plus. Et enfin, pourquoi est-ce qu'on a des bonnes et des mauvaises habitudes et qu'on les choisit pas toujours? Parce que sinon, on serait tous avec des super bonnes habitudes à faire exactement ce qu'il faut faire, entre guillemets. Bah, tout simplement parce que pour notre cerveau, la première solution qui arrive au cerveau, c'est celle-là qui a gagné. Donc il y a des solutions qui parfois prennent plus de temps parce qu'elles demandent de la réflexion. Il y en a d'autres qui sont plus agréables, moins agréables. Bref, il y a plusieurs contextes, mais la première solution qui arrive à notre cerveau, la première à laquelle on pense, c'est celle-là qui a gagné. Et donc, du coup, l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour que bah, notre première solution qui arrive à notre cerveau soit celle que l'on ait choisie. Ce qu'on appelle des habitudes proactives, que l'on va préparer à l'avance, provoquer au moment souhaité. On a également des habitudes réactives, qui sont donc en réaction, en généralement avec notre environnement extérieur. Pour pouvoir mettre en place une nouvelle habitude, ou celles qui sont déjà en vous, comment est-ce que sont mis en place, eh ben, il y a 3 ingrédients. Le premier, c'est ce qu'on appelle le savoir, la connaissance, le que faire et le pourquoi le faire. C'est-à-dire que si tu te poses la question pourquoi est-ce que je fais ça, c'est pas une habitude. Tu peux faire le truc le plus simple du monde, je sais pas, on te demande le matin d'arriver à ton bureau et quand tu t'assois, tu sonnes une cloche. Truc tout simple, c'est pas difficile à mettre en place. Sauf qu'à chaque fois que tu sonnes la cloche et tu te dis en vrai pourquoi est-ce que je fais ça, bah, tant que tu te poses la question, c'est pas une habitude. Le jour où tu arrêtes de te poser la question, l'habitude peut commencer à se mettre en place. Ensuite, le deuxième ingrédient, c'est le savoir-faire. C'est le comment faire. C'est-à-dire que pareil, si tu sais pas comment tu vas faire, bah, tu vas y réfléchir, tu vas te poser des questions, voire tu vas abandonner. Hein, si je vous dis, tiens, c'est simple, il y a une technique en 2 étapes pour avoir une boîte mail vide tous les soirs, quelle que soit la quantité de mails que vous recevez. Pourquoi le mettre en place? Bah, ça vous permet d'avoir une boîte mail vide, de faire en sorte que ça soit trié, d'avoir moins de charge mentale. Ok, le pourquoi, on l'a tous vu. Tant que vous posez la question, comment est-ce qu'on fait ça, et que vous n'avez pas la réponse, bah, vous ne pourrez pas mettre en place cette habitude. Ça paraît logique, mais bien souvent, on a envie de mettre des nouvelles habitudes, on sait parfois pourquoi, on sait parfois comment, mais on a rarement les deux. Bah, il faut les deux. Il faut le pourquoi, il faut le comment, pas d'habitude. Ensuite, ce qui va nous aider à déclencher et à mettre en place cette habitude, c'est le désir et la répétition. Le désir, c'est un accélérateur. C'est-à-dire que plus on a envie de mettre en place une habitude, un nouveau comportement, plus ça va nous aider à la mettre en place. Mais bien sûr, il faut forcément de la répétition. Parce que si tu fais un truc une fois, c'est pas une habitude. Pour que ça soit une habitude, il faut le faire plusieurs fois. Ensuite, on parle de 2 cycles, 21 et 66 jours. 21 jours, c'est ce qu'on appelle créer un nouveau chemin neuronal. Il y a une association, je simplifie bien sûr, mais en gros, il y a une association entre 2 idées, et donc du coup, au bout de 21 jours, cette association, elle est faite. On y pense à chaque fois. Au bout de 66 jours, c'est tellement bien fait, cette association, ce chemin neuronal, que bah, on n'y pense plus. Ça devient quelque chose d'automatique. Et donc du coup, au bout de 66, le 67e jour, l'habitude, elle est ancrée définitivement. Je vais vous donner un petit exemple pour illustrer tout ça. On va amener du désir dedans et de la répétition. Imaginons que je vous donne une carte cadeau. Une carte cadeau un peu spéciale. Elle marche comme une carte bleue. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser n'importe où, n'importe quel endroit on peut payer avec une carte bleue. Je vais vous donner un code à 5 voire 6 chiffres que vous devez retenir. Et par contre, il y a une petite particularité sur cette carte cadeau, c'est que bah, il y a 500 € dessus. Si vous utilisez ces 500 € dans la semaine, bah, la semaine suivante, je vous remets 500 € dessus. Si vous les utilisez dans la semaine, je vous remets 500 € dessus. Et ça, jusqu'à temps que vous utilisez les 500 € dans la semaine. Par contre, s'il y a une semaine où vous oubliez de vous servir des 500 €, bon, la semaine d'après, je vous les remets pas dessus. Est-ce que c'est suffisant comme désir pour pouvoir avoir envie de mettre en place l'habitude d'utiliser cette carte tous les jours? Bah, effectivement, moi je trouverais ça aussi bah, très motivant. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans votre comportement? Vous avez une nouvelle carte. Vous avez un code que vous allez devoir retenir, faire un effort. Chacun va de sa technique de mémorisation. Vous allez arriver dans un magasin. Dans le magasin, vous allez dire, ah, je fais un premier effort, je me souviens qu'il faut que j'utilise la carte qu'il m'a donnée. Ok. Ensuite, vous allez faire vos courses. Vous allez faire un autre effort, vous allez dire, tiens, il faut que cette carte-là, je l'utilise au moment de payer. Qu'en plus, je me rappelle du code et que je tape le code. Et après, une fois que vous avez tapé le code, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez compte que ça marche. Vous avez pu payer vos courses, ça vous a rien coûté puisque la carte, en soi, c'est 500 € qui arrivent automatiquement. Et là, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau? Bah, notre cerveau, chaque fois qu'il joue et qu'il gagne, il rejoue. C'est-à-dire que pour lui, il s'est dit, tiens, j'ai utilisé la carte, ça a marché, je vais recommencer. J'ai pas de raison de m'en priver. Donc vous allez retourner dans un autre magasin, vous allez de nouveau faire un effort en dire, tiens, attends, je suis dans un nouveau magasin, je me sers de la carte, je vais de nouveau faire un effort, je vais faire le code, et ça va marcher.
Je joue, je gagne, je rejoue. Qu'est-ce qui va se passer au bout des 21 jours? Vous allez cette fois vous dire, tiens, je vais utiliser la carte, je vais aller faire mon code, et vous allez partir. Est-ce que vous allez faire un effort pour utiliser la carte? L'habitude a commencé à se mettre en place. Est-ce que vous allez faire un effort pour vous souvenir du code? L'habitude s'est mise en place. Qu'est-ce qui va se passer au bout de 66 jours? Eh ben, vous allez continuer à aller faire vos courses, à utiliser votre carte, vous allez repartir, et là, vous allez vous poser la question, bah, j'ai payé ou j'ai pas payé? Et vous allez vous rendre compte que vous avez le ticket dans la main, et donc du coup, vous allez vous dire, ah, bah oui, si, j'ai payé, j'ai le ticket avec moi. Et là, l'habitude sera ancrée définitivement. Plus besoin de faire un effort, c'est un automatisme. Pourquoi? Parce que chaque fois que notre cerveau joue et qu'il gagne, il rejoue. Je ne sais pas si vous avez également des enfants, mais un enfant fonctionne comme ça. Il teste un truc, si ça marche, il recommence. Tout comme quand il fait une bêtise. Il fait une bêtise, si on lui dit rien et qu'il peut recommencer, il va recommencer. Il joue, il gagne, il rejoue. Et sachez que dans notre cerveau, on reste des enfants toute notre vie. Donc vos collègues, vos clients, vous fonctionnez comme ça. Je joue, je gagne, je rejoue. Pour vous expliquer ça, je vous montre le fonctionnement de certaines de vos habitudes. Imaginons que le bureau que vous voyez là à l'écran, c'est votre nouveau bureau. On vous installe dans ce bureau et je ne sais pas si vous aimez le café, mais juste derrière vous, il y a une machine à café. Un café équitable, bio, éco-responsable, ni trop chaud, ni trop froid, ni trop sucré, ni trop quoi que ce soit. Le café parfait. Bon, vous êtes assis à votre bureau, vous êtes en train de travailler, vous avez envie d'un café. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? On se lève et on se dirige vers la machine à café. Normal. En plus, le café, il est gratuit. Donc, qu'est-ce qui se passe pour notre cerveau? Bah, à chaque fois que notre cerveau joue et qu'il gagne, il rejoue. C'est gratuit, c'est facile. Bah, j'ai de nouveau envie d'un café, je vais aller reprendre un café. Est-ce que j'ai une raison de faire autrement? C'est juste à côté de moi, donc c'est facile, c'est gratuit. Et en plus, j'en ai envie, il n'y a pas de raison de faire autrement. Et chaque fois que j'ai envie d'un café, bah, je me lève, j'y reprends un café. Ça paraît normal à tout le monde. Et c'est le fonctionnement normal du cerveau de chacun d'entre nous. Maintenant, imaginons que moi j'arrive et je viens, et juste à côté de votre machine à café, j'en mets une deuxième. C'est le même café. Équitable, bio, éco-responsable, ni trop chaud, ni trop froid, ni trop sucré, ni pas assez. Bref, le café, il est identique. Le temps pour préparer le café, il est identique. Tout est pareil, à un détail près. Si vous voulez un café dans ma machine à café à moi, c'est 2 euros. Vous êtes assis à votre bureau, vous avez de nouveau envie d'un café, vous vous levez, à côté de vous, il y a deux machines, une gratuite, une payante. Vous allez prendre où votre café? Au gratuit. On est d'accord qu'il n'y a pas de raison de faire autrement. Je ne suis pas quelqu'un qui veut abuser du café, je ne suis pas méchant, j'ai juste envie d'un café, il est gratuit, c'est facile, et ben je prends mon café gratuit. Et j'ai envie d'un autre café, et ben de nouveau, je prends mon café, c'est gratuit, c'est facile, j'ai pas de raison de faire autrement. Pour quelle raison j'irais prendre un café à 2 euros, alors que juste à côté, sans effort, je peux avoir un café gratuit? La seule raison, c'est que la machine à café gratuite, elle tombe en panne. Et là, je vais sortir de mon schéma habituel. Je dis, ah, machine à café dans laquelle je prends mon café d'habitude, elle fonctionne pas. Donc, je vais me mettre à réfléchir. Et je vais me dire, est-ce que je suis prêt à payer 2 euros un café? Quand même. Ou alors, je vais trouver une autre solution. Je me dis, tiens, bah, la prochaine fois, je ramène mon café, ma thermos, ou je vais aller voir un autre étage et pas un autre café gratuit. Bref, je réfléchis. Donc, j'analyse la situation. Donc, je ne suis plus dans un schéma habituel. Et là, du coup, je trouve des solutions différentes. Mais tant que j'ai une machine à café gratuite et une autre payante, j'irai au gratuit, comme tout le monde. Maintenant, remettons ça dans un contexte plus professionnel. Imaginons que moi, ou un de vos managers, on va prendre l'exemple du manager, votre dirigeant, arrive et vous pose la question, tiens, Cécile, j'ai un truc super urgent, super important, tu veux bien me donner un petit coup de main pour le faire? Quelle est la réponse la plus naturelle que vous allez donner? Quelle est la réponse que la plupart des gens vont donner immédiatement? Oui, bien D'accord. sûr. Mais oui, bien sûr, avec plaisir et avec le sourire. C'est facile, c'est gratuit, c'est exactement comme mon café qui est juste derrière moi. Est-ce que j'ai une raison de prendre un autre café? Donc qu'est-ce qui va se passer le lendemain? Bah, tout simplement, mon cerveau, il joue, il gagne, il rejoue. Je vais revenir et je vais de nouveau aller voir la même personne en disant, tiens, j'ai un truc super urgent, super important, tu veux bien me donner de nouveau un coup de main? Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir de nouveau un oui, avec plaisir, avec le sourire. C'est facile, c'est gratuit. Bon, je joue, je gagne, je rejoue. Qu'est-ce qui va se passer le jour d'après? Et le jour d'après? Et le jour d'après? On va commencer ensemble à co-créer une habitude. Celle pour toi de me dire oui, celle pour moi de recevoir un oui. Pourquoi? Parce que l'un pour l'autre, bah, c'est facile.
c'est gratuit, ça coûte rien. Si, pour toi, ça te coûte le fait de faire ton travail. Mais au moment du oui, ça coûte rien. Pas besoin d'effort pour dire un non, pour faire ceci ou pour faire cela. Donc, qu'est-ce qui va se passer au bout de 21 jours? Bah, je vais arriver et dire, tiens, Cécile, j'ai un truc super urgent, super important, merci de le faire. Je vais même plus poser la question puisque, bah, comme d'hab, tu vas me dire oui. Qu'est-ce qui va se passer au bout de 66 jours? Je vais arriver, tiens, Cécile, j'ai un truc super urgent, super important. Est-ce que tu viens? Ah, bah, elle est pas là. Oh, tiens, Cécile, je pose sur son bureau, de toute façon, elle va me dire oui. Et on se retrouve avec le travail sur son bureau, comme ça, en se disant, ah, mais attends, pour qui il me prend? Il me surcharge, il pense pas que, il sait pas imaginer que. Il a rien imaginé. Il s'est juste dit, je joue, je gagne, je rejoue. Du moins, c'est même pas lui qui se l'est dit, c'est une partie de son cerveau qui travaille comme ça, toute seule. Comme toute personne ferait avec une machine à café gratuit. Maintenant, pour quelle raison est-ce que cette personne arrêterait de venir nous voir en nous disant, tiens, j'ai un truc super urgent, c'est pas important, je vais bien me donner un coup de main? Bah, pour la même raison que les deux machines. C'est-à-dire que je vais aller payer uniquement si la machine à café gratuite, elle est cassée, elle fonctionne plus, elle ne marche plus. Donc si du jour au lendemain, je vais voir l'un d'entre vous et je vous dis, tiens, j'ai un truc super urgent, super important, est-ce que tu veux bien me donner un coup de main? Et que là, plutôt que de me dire non brutal, frontal, bah, tu venais à me dire, bon, écoute, oui, mais pas avant mardi 14h. Je me dis, ok, attends, on est jeudi, mardi 14h, ça fait quand même un certain délai. Bah, qu'est-ce qui se passe? Je me mets à réfléchir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, je sors de mon schéma habituel. Je fonctionne plus en automatisme. Je me mets à avoir un raisonnement. Je sors du schéma, je joue, je gagne, je rejoue. Et là, je vais me poser la question, mais attends, ça se trouve, Cécile, je lui donne trop de travail, peut-être qu'elle est un peu débordée, ouais, peut-être qu'effectivement c'est normal qu'elle me fasse attendre ou pas. Mais je vais me poser la question, sortir du schéma habituel. Là, je vais me poser la question, est-ce que ça vaut le coup de payer le prix d'attendre mardi 14h pour faire cette tâche? Si c'est oui, bon, bah, ok, bah, je paye. Mais je suis sorti du schéma habituel. Si c'est non, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir une autre personne. Tiens, Béatrice, j'ai un truc super urgent, super important, tu veux bien me donner un coup de main? Et là, deux possibilités. Soit Béatrice, elle me dit, bah oui, effectivement, avec grand plaisir. Et là, qu'est-ce que fait mon cerveau? Bah, il gagne. Donc je joue, je gagne, je rejoue. C'est-à-dire que je lui donne le boulot, et puis le lendemain, je viens la voir, tiens, j'ai un truc de nouveau super urgent, super important, tu me donnes un coup de main. Et donc, du coup, j'ai trouvé quelqu'un qui est moins cher, entre guillemets, euh, en, en effort. Et donc, du coup, je vais aller vers cette personne. Et je vais de nouveau co-créer une nouvelle habitude. Et me dire, oui, bah, tu sais, Cécile, elle dit pas oui tout le temps à tout le monde, donc je préfère aller voir Béatrice. Et là, effectivement, tant que Béatrice me dit oui, c'est facile, je joue, je gagne, je rejoue. Si, autre possibilité, Béatrice me dit, bah non, je suis désolé, pas tout de suite, mais si tu veux, je te le fais vendredi soir. Bah, qu'est-ce qui va se passer? De nouveau, je vais avoir un choix à faire. Le choix entre Béatrice vendredi soir, le choix entre Cécile mardi 14h, bah, je vais prendre tout simplement ce qui me coûte le moins cher. Ok, je vais aller voir ce soir, c'est Béatrice. La semaine prochaine, ça sera peut-être Cécile, ou Sophie, ou quelqu'un d'autre. Mais je suis plus dans un schéma habituel. Donc tant que votre oui est automatique, la réponse de la personne qui est en face, la sollicitation de la personne qui est en face, le sera aussi. C'est la différence entre les habitudes gratuites et les habitudes payantes. Une habitude gratuite, on n'y réfléchit pas. Une habitude plus ou un service plus ou moins payant, eh ben, on va se poser la question. Est-ce que je suis prêt à attendre? Est-ce que je suis prêt à payer le prix ou pas? Et ça, c'est pas parce que ce soit un manager, un client, un collègue, a envie de profiter de nous, abuse, a un mauvais fond, quoi que ce soit. Non, loin de là. C'est tout simplement, il a un cerveau qui fonctionne en mode automatique, et au moment où vous faites la demande, il n'est pas en train de réfléchir. Il est en mode automatique. Je n'y réfléchis pas. Tout simplement parce qu'il a un cerveau normal, comme tout le monde. Notre cerveau, il traite les informations en trois étapes. La première, c'est l'étape émotionnelle, la partie qui traite les réactions. L'information arrive et je réagis. Normal. Ensuite, les informations arrivent dans la partie de notre cerveau de proactif, ce qu'on appelle le lobe préfrontal, là où il y a les mémoires vives, la réflexion. Et donc, du coup, c'est la partie qui va nous servir à réfléchir, à analyser, à donner du sens aux choses. En gros, on dit souvent que les émotions, à cet endroit-là, elles sont un peu effervescentes, elles vont dans tous les sens, difficiles à canaliser. C'est pour ça qu'une émotion, c'est souvent fort, intense, difficile à contrôler, mais quand on laisse un peu de temps, on redescend, on respire, on arrive mieux à réfléchir. Parce qu'on arrive dans la partie, justement, de proactivité, de réflexion, de compréhension. Et là, les molécules deviennent malléables. À l'image d'une pâte à modeler, on peut lui donner une forme, la forme qu'on a plus ou moins envie de donner. D'accord? Ce qui fait que, par la suite, mes informations à laquelle j'ai donné une forme viennent dans la partie du lobe temporal. Et comme son nom l'indique,
Lobe temporal, bah, ça reste longtemps. D'accord? C'est là où on va traiter toutes les informations qui durent longtemps. Vous avez toutes vos habitudes à cet endroit-là. Mais vous avez aussi, par exemple, la notice de bah, comment je me sers de Outlook, Microsoft, Teams, comment se comporte Bernadette à la photocopieuse, comment s'est comporté, je sais pas, ma mère, mon père, mes personnes de la famille. Bref, toutes les informations qu'on utilise pour réfléchir sont stockées à cet endroit-là. Là, quand on est dans la partie émotionnelle, il y a deux possibilités. Soit effectivement, il arrive quelque chose. Je dis oui, par exemple. Soit j'y réfléchis. Je me dis, attends, mais je lui ai dit oui, est-ce que je vais lui dire oui à chaque fois? Ah ben, je vais peut-être pas lui dire oui à chaque fois, je vais peut-être plutôt faire ci ou faire ça. Et donc, du coup, je vais mettre dans ma mémoire longue un comportement auquel j'ai réfléchi. Ou alors, effectivement, je suis dans un parti émotionnel, tiens, il vient me voir, il me surprend, ou là, c'est le directeur, le manager, le client le plus important. Je lui dis oui, bien sûr, avec un grand sourire. Et là, j'y réfléchis pas, mais l'information vient se stocker ici. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça devient un automatisme. Le problème, c'est que ici, les molécules sont froides et dures. Et comme on dit, le dur, bah, ça dure. Quand c'est dur, c'est difficile à modifier, à changer. C'est pour ça que parfois, on a ces personnes, vous savez, ça arrive de temps en temps, qu'on se dit, tiens, lui ou elle, quand je la vois, c'est physique, il m'énerve. Pourquoi ça fait ça? Parce que la personne, elle est arrivée, on l'a vue, elle nous a énervé pour une raison ou une autre. Est-ce qu'on a pris le temps ou est-ce qu'on a voulu y réfléchir? Bah, pas forcément. Et donc, du coup, on a stocké l'information ici. Et donc, du coup, notre cerveau prend un raccourci. Tac, il arrive, ça m'énerve. Oups là, je vais l'éviter. Et tout simplement parce qu'on passe du 1 au 3. Donc l'idée, c'est effectivement de savoir qu'est-ce que l'on a envie de mettre ici. Quelles sont les habitudes qu'on a envie de créer. Qu'est-ce que l'on veut mettre dans notre cerveau. Et pour ça, bah, c'est l'idée justement de se poser la question, déjà, qu'est-ce qu'il y a dans notre cerveau qui fait que on est constamment débordé, constamment sursollicité, constamment interrompu. Et ça nous amène justement à comprendre comment est-ce que on fait pour être débordé en permanence. Et ça, c'est directement lié avec les 7 erreurs, ce que j'appelle moi les 7 erreurs fatales des personnes débordées et souvent stressées. La première erreur, on en a parlé tout à l'heure, c'est le côté réactif. On travaille tous dans l'urgence. Pourquoi? Parce qu'on veut tout le temps être réactif. En plus, vous l'avez dit vous-même, non seulement on veut être réactif, mais on nous félicite, on nous valorise quand on est réactif. Donc pour notre cerveau, bah, je joue, je gagne, je rejoue, je gagne, je rejoue, etc., etc., etc. Sauf que, bah, à force d'être réactif, on travaille toujours dans l'urgence, on pense et on agit de manière réactive et parfois même émotionnellement. Donc du coup, bah, on est plus souvent désorganisé et on est plus souvent stressé. La deuxième erreur, c'est celle d'avoir des objectifs flous. C'est le fait de vouloir accomplir des choses, mais on ne sait pas exactement quoi. Et en plus, des fois, le manager, le client lui-même va modifier, influencer, changer l'objectif. Donc, c'est pas toujours facile de savoir quoi faire, ou du moins dans quel but. Donc, on travaille sans objectif, on avance un peu à tâtons, et ça crée beaucoup de diffusion et beaucoup de dispersion. La troisième erreur, et ça, c'est une des erreurs que je vois le plus souvent, c'est une erreur lorsqu'on vient me voir, lorsqu'on me sollicite pour mes formations, mon expertise, que les gens ne savent pas résoudre. C'est le problème des priorités, ou du moins des priorités floues. Tout le monde sait qu'il faut prioriser, mais comment on fait? C'est compliqué. Donc, on manque de techniques pour prioriser, on essaye de suivre les priorités des uns, des autres, sauf que ça change des fois en cours de journée, que la même personne te dit non mais ça c'était prioritaire, bah finalement ça ne l'est plus. On confond l'urgent et l'important. Quand on pose la question à quelqu'un c'est quoi urgent, bah, en fonction du moment de la journée il va varier. Des fois urgent c'est à faire dans l'heure, des fois urgent c'est à faire dans la journée, dans la semaine ou dans le mois. Donc quel sens ça a? On est un peu perdu. C'est pour ça que les priorités sont floues. Donc, on a du mal à distinguer ce qui est réellement essentiel dans notre fonction, ce qui va créer de la surcharge, du désordre dans les différentes choses que l'on a à faire. Et du coup, c'est pour ça que beaucoup de personnes se dispersent en pensant être sûr de faire ce qu'il faut, mais tout en sachant que on n'est pas sûr de ses priorités. Enfin, l'erreur numéro 4, la plus courante, j'ai envie de dire, qui sans s'en rendre compte bah, crée beaucoup de désordre, c'est d'être tout le temps sur sa boîte mail. Le focus boîte mail. Je travaille, mais j'ai ma boîte mail sur mon deuxième écran. Je travaille, mais je check mes mails tout le temps. Ce qui fait qu'on s'organise non plus en fonction de ce que l'on a prévu, mais en fonction de sa boîte mail. Et la boîte mail, elle nous sollicite, sursollicite, et elle nous dérange tout le temps. C'est un peu comme si à chaque objectif, elle venait nous faire changer d'orientation, de destination, de choses à faire. Ce qui fait que bah, notre charge de travail, elle est difficile à évaluer, puisque un mail peut te dire «Ah tiens, j'ai une heure de boulot en plus», et le mail d'après te dit «Ah bah non, finalement, c'est plus à faire». Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est interrompu tout le temps pour savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. En plus, bah, la plupart des gens ne savent pas forcément comment on fait pour avoir une boîte mail vide tous les soirs, donc leur boîte mail, elle est encombrée, et leur esprit, bah, il va avec.
boîte mail encombrée, esprit saturé, ça va ensemble. Et du coup, ça vient influencer directement notre déséquilibre professionnel et personnel. Parce que c'est ce qui fait que à la fin de la journée, on a du mal à décrocher. J'ai pas répondu à tous les mails. Tiens, il y en a un auquel je suis en train de penser. Allez, je vais m'envoyer à moi-même un mail pour que demain, etc., etc. Et donc, du coup, ça rend le côté infernal du boulot. Ça provoque même un côté de plus en plus désagréable au fait d'aller travailler. Enfin, l'erreur numéro 5, c'est souvent un peu la conséquence des 4 autres erreurs, c'est la procrastination. Tout le monde en a entendu parler. La procrastination, c'est le fait de reporter constamment, d'éviter de passer à l'action, de repousser à plus tard, de vouloir éviter de faire les choses les plus difficiles. Pourquoi? Parce que justement, on ne sait pas exactement quoi faire. Notre objectif est flou, les priorités aussi. Le mail vient de nous informer que finalement, on ne sait plus où à faire ou ne pas à faire. Et c'est ce qui fait que le truc qu'on n'a pas envie de faire, on le repousse. Donc, certains projets stagnent et surtout, parfois même, ils sont abandonnés. Et donc, du coup, on perd en crédibilité face aux clients, aux managers. Comme j'ai entendu certains de mes clients me dire, c'est les dossiers de la honte. Ceux qu'on a laissés un peu trop longtemps et que du coup, on n'ose même pas rouvrir. Et parce que du coup, on n'est pas crédible en se disant pourquoi tu l'as pas fait. Je sais pas trop. Donc, ça joue sur notre stress et parfois sur le sentiment d'échec, de manque d'accomplissement, de manque de confiance en soi et tout ce qui va avec. Et du coup, vient de ça ce que j'appelle l'erreur numéro 6, l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est quoi? C'est pas un acte volontaire, hein, c'est souvent inconscient. C'est-à-dire que on sait ce qui nous stresse, mais comme on sait pas comment faire pour ne plus être stressé, on vit quand même la situation stressante et puis, du coup, on cherche des techniques de gestion du stress. On essaye d'apprendre à lâcher prise, à méditer, à faire ce genre de choses que, franchement, je conseille à tout le monde, hein. Sauf que c'est pas ça qui fait que, on est plus stressé. On apprend à gérer le stress quand il est là, mais on ne s'en préserve pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a un épuisement mental et émotionnel, hein. Émotionnellement, beaucoup de gens sont fatigués. Le burn-out vient non pas uniquement, d'un épuisement mental, mais également d'un épuisement émotionnel. En général, ça crée une diminution de la résilience face aux différents défis. Donc, on a une confusion mentale. Parfois même, on devient agité, voire suragité. Voilà, troubles de l'attention et ce genre de choses qui viennent se créer ou s'ajouter à déjà beaucoup de problèmes. Donc, ça crée parfois une dégradation physique et psychologique et ça a parfois un impact sur le long terme. Ce qui amène également à l'erreur numéro 7, ce que j'appelle le laisser-faire. C'est de se dire, je sais que des choses me volent du temps. Je sais que des choses me prennent la tête, je sais que des choses me stressent, mais j'ai tellement l'habitude de fonctionner comme ça. En plus, souvent, on a déjà essayé 2-3 trucs qui n'ont pas fonctionné, donc on fait plus rien. On devient dans un mode de laisser-faire permanent, en ne sachant plus quoi faire concrètement. Qu'est-ce qui se passe? Notre temps est dilapidé sur différentes tâches, souvent non prioritaires. En général, on devient moins productif, moins efficace. On continue à être interrompu tout le temps. Du coup, on est frustré. Pour certains, ça fait même en sorte que on aime de moins en moins son boulot, alors qu'à la base, on l'aime bien, on l'a pris pour ça, mais la condition, la manière dont ça se passe, fait plus forcément apprécier toutes nos journées. On a une perte de contrôle sur notre temps, sur notre organisation et sur aussi le plaisir et la qualité de vie au travail. Donc voilà ce que moi j'appelle les 7 erreurs fatales des personnes débordées. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais celles-là, elles sont vraiment fatales, comme son nom. Donc je vous pose la question à vous. Est-ce que vous avez reconnu certaines de ces erreurs? Est-ce que vous les faites encore ou pas? Hein, l'idée, c'est de pouvoir partager pour pouvoir justement trouver des solutions. Dites-moi, vous pouvez dire directement dans les commentaires la 1, la 2, la 3, les 7 peut-être, lesquelles vous pensez qui vous concernent à vous spécifiquement. Donc pourquoi je vous pose cette question? Tout simplement parce que j'étais déjà curieux de savoir, est-ce que vous pensez déjà avoir appris certaines choses ce soir? Est-ce que déjà avec ce que je vous ai apporté comme connaissances, vous pensez pouvoir mettre en place des choses pour vous, dans votre contexte professionnel à vous? Oui, bien sûr. J'imagine que vous avez également, repéré, certaines, des erreurs que vous avez faites. J'imagine également que vous voulez vous en débarrasser. Si vous êtes là, c'est que potentiellement, vous avez envie de trouver un moyen, de ne plus commettre ces erreurs-là. Moi-même, je suis passé par là, hein. Toutes ces erreurs, je les ai reconnues tout simplement parce que je les ai faites également, jusqu'à ce que, je me rends compte qu'il y a des solutions et c'est surtout, 10 ans d'expérience à travers, le monde du bâtiment pour pouvoir ne plus commettre ces erreurs. Donc comme on l'a vu ensemble, pour pouvoir, arrêter, une habitude, il faut savoir pourquoi, il faut savoir comment. Donc le pourquoi, si vous êtes là, comme je vous disais, c'est que potentiellement vous aussi, vous voulez être organisé, efficace et ça le plus sereinement possible. Peut-être que vous aussi, vous voulez faire en 3 jours ce que vous faisiez en 5. Peut-être que vous aussi, vous avez envie d'être plus détendu
et surtout de vous libérer de votre charge mentale. Cette charge mentale qui est souvent directement proportionnelle à votre charge de travail, surtout au fait que cette charge de travail reste invisible et surtout incomprise. Peut-être que vous aussi, vous voulez avoir des priorités claires, une organisation simple, réduire de 80% vos interruptions, garder une boîte mail vide tous les soirs, maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Le problème que je vois à travers mes accompagnements, mes échanges, les masterclass que j'ai organisés et les différents débats, c'est qu'effectivement, peu de gens savent comment faire. Le pourquoi, on sait, le comment, ça reste plus compliqué. C'est pour ça que je vais vous donner quelques conseils ce soir, des conseils inspirés par les neurosciences et surtout inspirés par une formation que moi j'ai mis en place depuis quelques années qui s'appelle Maîtrise totale, devenez efficace et serein au quotidien. Je vais vous donner quelques conseils issus de cette formation et surtout vous expliquer pour chaque erreur, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire à la place. Comme je vous disais, on est la somme de nos habitudes. Que pour notre cerveau, c'est difficile d'enlever quelque chose, ce qui est en zone 3, sans rien mettre à la place. Si je vous dis là tout de suite, surtout ne pensez pas au chiffre 2. Quelle est la première chose que vous allez faire? Pensez au chiffre 2. Donc si je vous répète tous les jours, ne pense pas au chiffre 2, ne pense pas au chiffre 2, ne pense pas au chiffre 2. Est-ce que ça va vous aider à ne pas penser au chiffre 2? Donc souvent quand on se dit je ne veux plus être actif, je ne veux plus être actif, je ne veux plus réactif, qu'est-ce qu'on fait? On se renforce dans l'idée qu'on est réactif. Donc si on ne veut pas penser au chiffre 2, qu'est-ce qu'on fait? Si je te dis tiens, pense au chiffre 15, est-ce que tu as pensé au 2? Donc pour notre cerveau, c'est la même chose. Il a besoin de savoir quoi faire et pas besoin de savoir qu'est-ce que je ne veux plus faire. Donc l'idée c'est, comme on l'a vu, tout ce sur quoi on porte notre attention, on l'amplifie. Et en plus, notre cerveau fait ce qu'on lui demande avec précision. Donc arrêtez d'être réactif, commencez à être proactif. C'est pour ça que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est effectivement de ne plus travailler en mode urgence, mais en mode contrôle. Vous ne subirez plus votre travail, vous allez l'anticiper. Chaque action soit ou sera un choix, pas une réaction. En général, pourquoi vous êtes bloqué là-dessus? Parce que vous, et la plupart des personnes, vous éteignez des incendies toute la journée. Les interruptions dictent votre agenda, et souvent celui des autres, et en général, on finit exténué sans avancer sur l'essentiel. Dans la formation que moi je propose, effectivement, vous aurez des méthodes simples, efficaces, pour devenir proactif. Il y a une méthode concrète, que j'appelle la méthode repas, en 5 étapes, qui va vous permettre de faire en sorte que chaque fois que vous êtes réactif, vous allez pouvoir devenir proactif la fois d'après. Et ça, même si vous êtes tributaire de vos mails, de vos collègues, des urgences et de tout ce qui peut parasiter vos journées. Deuxième erreur, ce sont les objectifs flous. Donc, il vous faut des objectifs clairs. D'accord? Ne plus perdre son temps avec des demandes qui sont floues, superflues, incomplètes. L'idée, c'est que avec cette formation que je vous propose, vous saurez exactement où aller dès le départ. Chaque action doit avoir un but précis et mesurable. Pourquoi la plupart des personnes sont bloquées? Parce qu'elles travaillent sans vrai cap, sans une direction précise. Les objectifs sont vagues, ce qui en général va amener de la confusion, de la dispersion, et on avance sans être réellement sûr de ce qui est prioritaire. Moi, je vous propose de mettre en place une méthode simple pour transformer n'importe quelle demande, même la plus floue, en un objectif clair. Donc plus de clarté, c'est plus de focus. Et quand on est focus, on devient efficace, et surtout on devient efficace sans être stressé, en étant beaucoup plus serein. Ensuite, on a vu les priorités floues qui vont avec les objectifs flous, c'est un problème général. Tout le monde veut prioriser, personne ne sait comment faire. Avoir des priorités claires, c'est pourtant essentiel. Donc l'idée, effectivement, c'est de savoir prioriser même dans l'urgence. Effectivement, tout est urgent. Donc, il est important, voire essentiel, de savoir faire le tri. Vous devez distinguer l'important et l'urgent, et du coup, après, vous saurez où concentrer votre énergie pour des résultats concrets. À ce jour, pourquoi la plupart des personnes sont bloquées? C'est que vous jonglez entre 1000 tâches, sans savoir lesquelles on doit faire en premier. En général, les gens confondent efficacité et productivité, et c'est pas forcément vous, c'est parfois vos clients, vos managers, votre équipe, toute personne qui travaille avec vous. Donc chaque nouvelle urgence va bouleverser l'organisation de tout à chacun, et du coup, c'est un peu le bordel pour tout le monde. Donc là, effectivement, vous saurez, l'idée c'est de vous proposer une méthode simple pour prioriser, même sous la pression. Et l'idée c'est que avec le chapitre que moi je vous propose, à la fin, vous aurez des priorités claires, et c'est tellement efficace que vous pourrez même les faire valider par votre manager, votre client ou n'importe qui travaille avec vous, et vous verrez qu'une fois qu'on a des priorités claires, suivre ces priorités devient beaucoup plus facile. Pour ça, il y a aussi l'erreur numéro 4, le focus boîte mail. Le fait que la plupart d'entre vous, vous êtes encore en permanence devant votre boîte mail toute la journée, ou du moins une bonne partie. Ou même si vous n'êtes pas devant, les notifications interviennent en permanence. L'idée, c'est de remplacer le focus boîte mail par un focus planning. C'est-à-dire que le planning
va vous permettre de rendre visible votre charge de travail. L'idée, c'est que ça doit rester simple, efficace, mais vous devez faire en sorte que vous puissiez contrôler votre planification, votre boîte mail et votre téléphone. Vous ne devez plus être guidé en permanence par les sollicitations, surtout celles qui arrivent par mail. Vous devez avoir un planning qui vous sert de GPS, qui vous indique quoi faire, quand le faire et comment le faire. Ça va vous permettre d'être plus clair et surtout plus serein. Parce que vous allez déléguer votre charge mentale à votre ordinateur, à votre planning. C'est lui qui va stocker les informations. Vous allez juste réfléchir. Donc pourquoi la plupart des personnes sont bloquées? Parce qu'elles gèrent leur travail avec les mails, avec les appels, sans avoir une visibilité concrète de la charge de travail. Tu as une to-do list, peut-être, mais ta to-do list ne te dit pas combien de temps ça va te prendre dans la journée. Parce qu'à ça, tu rajoutes les mails plus les gens qui t'interrompent. Donc, on est interrompu constamment. La boîte mail, elle, continue d'être saturée parce qu'on ne traite pas, on stocke dans la boîte mail et on a un esprit surchargé. Là, l'idée, c'est d'avoir une charge de travail visible, maîtrisée, de la manière la plus simple possible, sans faire d'efforts. Plus de résultats, moins d'efforts. Vous aurez moins d'interruptions, et c'est ce qui va contribuer à avoir votre boîte mail vide tous les soirs. Et surtout, un esprit plus apaisé, et du coup, une meilleure qualité de vie. Parce que du coup, avec un planning bien organisé, le soir, il suffit d'éteindre l'ordinateur, et c'est lui qui prend la suite. Hein, vous pensez à la maison, à la maison. Vous revenez le lendemain, tout est prévu, tout est organisé. Et ça, simple. Pour aller plus loin dans le côté planification, boîte mail et téléphone, moi j'ai rajouté dans ma formation tout simplement un chapitre sur la boîte mail. Savoir la gérer sans effort. L'idée, c'est qu'effectivement, il y a des méthodes pour gérer les mails relativement simples qui permettent d'avoir une boîte mail vide tous les soirs. Et ça, quelle que soit la quantité de mails. Sauf que malheureusement, on n'apprend pas ça à l'école. Même les écoles de commerce, d'ingénieurs en tout et n'importe quoi, j'ai jamais vu personne qui enseigne ça. On est obligé de passer par un autre moyen, et ce moyen, c'est par exemple des formations telles que je vous le propose, ou d'autres. L'idée, c'est de savoir comment faire. Pareil pour votre téléphone portable. Reprenez le contrôle de votre téléphone. Je ne sais pas si ça concerne tout le monde, mais ceux qui ont un téléphone portable professionnel est rarement optimisé. Il y a des petits trucs simples qui peuvent être faits pour que justement on puisse organiser, diriger les interruptions et que notre téléphone puisse justement être à notre service et pas nous étant au service de notre téléphone. Ça, c'est ce que j'appelle la méthode GPS. Pourquoi GPS? Parce que ces 4 chapitres, proactivité, objectif, priorité, planification, fonctionnent comme un GPS. C'est-à-dire, proactivité, vous décidez d'utiliser un GPS, une technique à l'avance pour ne plus être réactif en permanence. Qu'est-ce que vous faites dans le GPS? Vous entrez une adresse précise. Si vous voulez aller à un endroit, vous ne montez pas juste le nom de la ville. Vous rentrez le nom de la ville, la rue, le numéro. Vos objectifs doivent être aussi précis que cette adresse. Ensuite, lorsque vous lancez le GPS, il vous propose de prendre l'autoroute ou de prendre les petites routes, d'éviter les péages. C'est vous qui choisissez, c'est pas votre GPS. Vous allez lui indiquer, est-ce que moi je préfère payer le prix de l'autoroute et aller plus vite, ou est-ce que finalement le prix de l'autoroute, ça me convient pas, je préfère payer un autre prix, mon temps. Mais c'est vous qui choisissez. Donc dans le GPS, on choisit ses priorités. Et enfin, la planification, c'est l'idée d'avoir un système aussi simple qu'un GPS qui nous indique la route, qui nous montre ce que l'on a à faire de manière visible. Si aujourd'hui on vous dit, tiens, vous partez en vacances, vous avez 4 heures de route, est-ce que vous préférez avoir quelqu'un assis à côté de vous qui vous dit, tiens, avance un peu, je te dirais contourner? Ah bah non, c'est trop tard, c'était là-bas. Ou est-ce que vous préférez avoir un GPS qui vous montre quoi faire, qui vous montre quelle direction prendre, et ça de manière visible? Et que fait le GPS quand il y a un aléa? Que fait le GPS quand il y a un accident, un bouleversement sur la route? Il se réorganise. Il se réorganise toujours de manière visible, mais en suivant nos priorités vers notre objectif. Ce qui veut dire que, quels que soient les aléas, les imprévus, les interruptions, on sait quoi faire. On n'oublie rien parce que c'est visible. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que votre organisation soit aussi simple, efficace qu'un GPS. Et quand on a un GPS, ça devient facile d'arrêter de procrastiner, pardon. On sait quoi faire quand vous êtes assis dans votre voiture, vous mettez la ceinture, vous lancez votre GPS après l'avoir paramétré, vous ne vous posez pas 10 000 questions sur le trajet. Vous suivez le trajet. Vous savez que potentiellement, il peut y avoir des aléas, mais ça va se réorganiser. C'est pour ça que vous devez savoir passer à l'action sans repousser à plus tard. Vous pourrez dire adieu à la procrastination et place à l'exécution. L'idée, c'est d'apprendre à agir immédiatement sans laisser place aux hésitations ou aux reports inutiles. Et ça, même si on a des collègues, des clients et des managers. Donc pourquoi est-ce qu'en général, beaucoup d'entre nous sont bloqués? Parce que les gens attendent le bon moment. Donc, résultat, c'est jamais le bon moment, on stresse, on accumule des tâches, on perd en crédibilité face aux autres. Et on passe pour quelqu'un de pas très sérieux, alors que nous-mêmes, on se considère organisé. Donc là, l'idée, c'est de vous proposer une méthode simple, concrète, pour décider et agir dans les délais. L'idée, c'est que vos projets avancent, que votre confiance grandisse, que chaque journée,
soit quelque chose que vous pouvez célébrer, que ça devienne une victoire. Et du coup, encore une fois, avec un GPS, plus d'auto-sabotage. Vous savez ce qui vous stresse, vous savez ce qui vous gêne. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'anticiper. C'est le principe du GPS. On voit les choses arriver à l'avance. Donc, vous pourrez travailler en écologie de soi. J'ai même envie de dire, vous devez. Ne laissez plus le stress dicter vos journées. Vous savez souvent ce qui vous stresse. L'idée, c'est d'apprendre à anticiper, à neutraliser tout ce qui est source de tension avant qu'elle soit submergée. Pourquoi la plupart des personnes sont bloquées? C'est que souvent, aujourd'hui, on nous vend justement plutôt de la gestion du stress, du lâcher-prise. C'est-à-dire que ça va pas, c'est pas agréable, mais tu dois lâcher prise. Ou vivre avec ton stress. Là, moi, ce que je vous propose, c'est une méthode simple pour garder à l'esprit, déjà, garder l'esprit clair, apaisé, et se dire que je ne suis pas obligé à chaque fois de rentrer dans des situations stressantes. Je peux anticiper, apprendre de chacune de mes expériences pour faire en sorte que la fois d'après, ça se passe comme j'ai et pas de manière aléatoire. Donc, vous arrêterez de laisser faire. Vous allez placer des limites. Et placer des limites, c'est beaucoup plus efficace avec un GPS, quelque chose de visible. Imaginez justement votre charge de travail répartie avec efficacité, de manière visible, où il suffit juste de tourner votre écran, de le partager avec votre manager, vos clients ou n'importe quelle autre personne, contrairement à je vous dis, non mais si je t'assure, je suis débordé, non mais si je t'assure, j'en ai trop. Non mais tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, ça va être difficile. Personne ne vous croit. Il suffit de le montrer. L'idée, c'est de placer des limites aux voleurs de temps. Ne laissez plus les autres dicter votre emploi du temps. La plupart d'entre vous, pourquoi vous êtes bloqués? Parce qu'on passe ces journées en fonction des demandes des autres. On enchaîne les différentes interruptions, surtout celles qui sont non prioritaires pour nous, parce qu'elles sont prioritaires pour l'autre. L'urgence des autres, c'est rarement la nôtre. Donc souvent, on est frustré, on perd du temps, on baisse en productivité. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur nos priorités à nous. On n'est pas sur celle de notre fonction et on a du mal à l'expliquer aux autres. Moi, ce que je vous propose, c'est une méthode simple pour filtrer les distractions, dire non quand il le faut, aux bonnes personnes de la bonne manière. Et vous verrez que on peut atteindre 80% d'interruptions en moins, surtout avec des techniques issues des neurosciences. Vous l'avez vu, j'ai étudié le fonctionnement des habitudes, j'ai étudié le fonctionnement du cerveau. L'idée, c'est de mettre les neurosciences à votre service pour faire en sorte que non seulement les gens ne vous interrompent plus, mais en plus qu'ils soient contents de faire les choses au moment où vous avez choisi. Et ça, c'est possible, grâce justement à ce que j'appelle le GPS. Le GPS, comme je vous l'ai dit, proactivité, objectif, priorité, planification. L'idée, c'est d'être aligné avec vos valeurs, votre fonctionnement, votre manière de faire et de le communiquer. Vous saurez ainsi agir et passer à l'action. Vous travaillerez en vous préservant du stress, en écologie de vous-même, ce qui va vous permettre de gagner en sérénité. Vous saurez placer des limites aux différents voleurs de temps, et ça le plus sereinement possible. Et j'ai rajouté effectivement un chapitre sur la communication, pour augmenter l'impact de sa communication grâce à son GPS de l'organisation. En plus, il y a quelques années, j'ai travaillé avec un groupe très intéressant qui, plus ou moins mis face à un petit défi, c'est-à-dire que je les ai formés, on a vu en place le système GPS et les 4 autres points ensemble, et ils m'ont dit, voilà, ça fait quand même pas mal de choses à retenir, même si c'est intéressant, quand on fait une formation, on ne retient pas tout le temps tout. Et c'est vrai, moi-même je suis en formation, je ne retiens pas tout le temps tout. Sauf que j'ai bien étudié le fonctionnement de notre cerveau, je me suis intéressé à différents domaines et j'ai mis en place une technique unique que j'appelle la stratégie IKEA. Je pense que vous n'en avez jamais entendu parler, mais elle me permet à moi et à toutes les personnes que j'ai formées, un peu plus de 1400 personnes, de retenir une formation entière en moins de 5 minutes, grâce à un support qui ressemble à peu près à ça, ce que vous voyez à l'écran, et qui permet en fait de faire comme un manuel IKEA. Je pense que vous avez déjà monté un meuble IKEA. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à tester. Mais en gros, on vous dit, tiens, mettre la pièce A avec la pièce B, un petit coup de vis, et on passe à la pièce C, etc., etc. Et là, ça, c'est exactement ce qu'on fait dans la formation. C'est-à-dire que je vous propose une technique pour vous dire, tiens, on met ça, avec ça, et ensuite avec ça, et tout ça ensemble, ça s'imbrique. Et quand vous avez un support de fait, il suffit de regarder le support, et en 5 minutes, on retient tout ce qui est noté dessus. J'ai rajouté également, je vous dis, un chapitre sur la communication. Comment impacter sa communication. Vous aurez une méthode fluide et percutante pour pouvoir dire ce que vous avez envie de dire de la meilleure des manières possibles et de pouvoir le partager aux autres. Et du coup, comme c'est une formation qui va même au-delà, c'est un accompagnement, l'idée c'est que j'ai mis un 10e chapitre que j'ai appelé maintenant à vous de jouer pour être sûr que vous ayez toutes les actions à mettre en place. Vous aurez toutes les clés pour passer à l'action immédiatement et m'assurer que vous aurez le même résultat que les personnes que j'ai déjà accompagnées. C'est-à-dire des priorités claires, une organisation simple, 80% d'interruptions en moins, une boîte mail vide chaque soir, sans faire d'efforts, et surtout beaucoup moins de stress et donc du coup beaucoup plus de sérénité. Et enfin, une vie équilibrée. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a tout ça qui est en place, on est en général plus serein,
plus enclin à penser aux choses agréables. Donc ça représente 10 modules que j'ai appelés maîtrise totale, devenez efficace et serein au quotidien. Sachez que chaque module est conçu pour vous donner des résultats concrets, immédiats. Des choses que j'ai appliquées moi-même, que je continue à appliquer tous les jours. J'ai enlevé toutes les techniques superflues qui ne servent pas, qui restent théoriques. J'ai mis que ce qu'il y avait d'applicable. Vous repartirez avec un plan clair, une boîte mail vide, sous contrôle, avec un système déjà éprouvé. Donc je vous pose la question, à votre avis, combien est-ce que ça peut coûter ce genre de formation? Et également, à votre avis, est-ce que vous pensez que ça, tout ce qu'on a vu ensemble, ça peut marcher pour vous? Une formation telle que celle-ci, c'est au moins 5 000 euros. C'est ce que effectivement beaucoup de personnes pensent. Avant d'aller un peu plus loin, je vous propose d'écouter une des personnes que j'ai accompagnées l'année dernière, Michel de Souza, adjoint au directeur Paris Aide aux victimes. Avant, je faisais que de la gestion d'urgence. La difficulté que j'avais, moi, avant la formation, c'était en fait de jongler avec les nombreuses tâches que je devais avoir, savoir comment les prioriser. J'avais un peu l'impression de toujours atteindre le feu et pas forcément réussir à planifier en fait ma semaine avec des temps dédiés à chaque activité prévue, organisée en amont. Avant, je faisais que de la gestion d'urgence, c'est-à-dire que sur le moment, en fait, ce qu'il fallait produire dans les 24-48 heures, je m'y attelais en étant dérangé à droite à gauche et j'arrivais pas en fait à avoir un projet que j'échelonnais comme ça dans le temps et qui me permettait du coup de pas être tout le temps en fait dans ce travail d'urgence. Et donc, du coup, avec Michel, on a mis en place ce que j'appelle la stratégie de la semaine idéale, qu'on retrouve aussi dans cette formation. Ça part du principe que j'ai posé la question à des centaines, voire des milliers de personnes. Ça serait quoi pour vous une semaine idéale de travail? Et je vous invite à vous poser la question. Eh bien, sachez que les réponses que j'ai obtenues, en général, se résument en 3 phrases. C'est 1, une semaine où tout ce qui est prévu est fait. 2, tous les imprévus, eux, sont gérés. Et 3, sans faire une seule heure supplémentaire. Et pour la plupart des personnes, si on arrive à faire ça, oui, effectivement, on a la semaine de travail idéale. Je vous montre ce qu'en pense Michel après la formation. Donc déjà depuis la formation, j'ai réussi à réorganiser en fait mon calendrier. Donc ça c'est déjà une première chose, c'est que mon calendrier a des temps dédiés à certaines tâches et missions de mon quotidien. Donc ça c'était vraiment intéressant. C'est-à-dire que visuellement, dès le début de la semaine, j'arrive à voir avec le code couleur, est-ce que j'arrive à tout rentrer dedans, que j'ai un temps en fait pour chaque activité. Ça me permet aussi du coup de communiquer aussi avec le reste de mon équipe, de quand est-ce que je suis disponible, quand est-ce que je suis pas disponible, d'avoir moins ces voleurs du temps, comme on appelle dans la formation, qui viennent finalement perturber ton quotidien et tu en arrives à ne pas faire ta tâche que tu avais prévu de faire pendant 1 heure parce que tu es dérangé 3 fois. Là, c'est vrai que la communication, c'est tout bête, hein, mais de est-ce que je suis disponible ou est-ce que je suis pas disponible durant ce créneau, qui est respecté par les autres. Le premier rapport, c'est d'avoir un calendrier qui est clair, lisible pour moi et pour les autres. D'avoir moins ces voleurs du temps, comme on appelle dans la formation. Donc effectivement, plus de voleurs de temps, avoir une organisation simple, visible, facile à partager. Et je vous pose la question, si vous aussi, une semaine où tout ce que vous avez prévu est fait, où les imprévus sont gérés sans stress, Et c'est l'idéal. C'est vrai qu'après, perso, je vois pas une semaine pareille, quoi. J'ai du mal à visualiser une semaine idéale, quoi. Quand on a plusieurs thématiques et puis il y a des impondérables. Enfin, je veux dire, et la gestion de sinistres sur les véhicules, elles ne peuvent pas se prévoir, donc elles ne pourront pas s'intégrer dans une semaine idéale. Enfin, c'est tellement imprévisible. Donc, en fait, enfin, je sais pas, j'ai du mal à croire. effectivement, hein, je te rassure, tu n'es pas la seule. Donc bien souvent, on a du mal à s'imaginer parce qu'on ne sait pas exactement comment on va faire. L'idée, c'est effectivement, encore une fois, d'avoir des objectifs, des priorités, une planification, faire quelque chose de transmissible, mais de modulable, qu'on puisse réorganiser en fonction des impondérables. Parce que bien sûr, il y en aura toujours. Et donc du coup, une fois qu'on met ces méthodes en place, on peut le partager, communiquer là-dessus et faire en sorte que ça vient pas forcément, ça vient modifier notre semaine, mais on sait se réorganiser en fonction. Et pour être sûr que ça puisse se mettre en place pour les personnes que j'accompagne, et j'ai voulu faire quelque chose d'assez exceptionnel, hein, c'est tout simplement qu'en plus de la formation, j'ai rajouté un accompagnement individuel de 2 heures. C'est-à-dire que si vous avez des problématiques qui ne sont pas vues lors de la formation, s'il y a un point de blocage, s'il y a quelque chose que vous avez envie de discuter, il suffit de cliquer sur un lien pour tout simplement avoir un rendez-vous avec moi. On passe 2 heures ensemble. Je mets toute mon expertise, les 10 ans d'expérience que j'ai eu en tant que moi-même dirigeant dans une PME, plus les 7 ans en tant que formateur, coach en organisation, gestion du temps et efficacité à votre service. Et on voit ensemble quels sont les points bloquants, comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut modifier les habitudes des autres pour arrêter de faire en sorte qu'eux fassent ce qu'ils veulent. En plus de ça, je sais que
beaucoup de personnes utilisent Outlook. C'est un des outils que je trouve relativement performant pour pouvoir s'organiser et gérer son temps. Mais c'est surtout l'un des outils sur lequel la plupart des gens que j'ai accompagnés n'ont aucune réelle expérience, aucune réelle formation. Donc, j'ai rajouté tout un tuto de l'utilisation de Outlook, les méthodes les plus simples. C'est-à-dire que vous ne maîtriserez pas 100% d'Outlook, ça c'est sûr. Par contre, j'ai choisi les 20% des choses les plus impactantes sur l'organisation, la gestion de la boîte mail vide tous les soirs, planification simple, partagée et visuelle, pour être sûr que vous maîtrisiez un maximum l'outil. L'idée, c'est que bien gérer votre calendrier, votre Outlook devient la to-do list la plus performante qu'il existe au monde, puisque elle va intégrer dans votre charge de travail également la charge des mails que vous allez avoir. Du coup, cette formation, je l'ai mis en place il y a à peine 2 mois maintenant. J'ai décidé, pour les premières personnes qui vont intégrer la formation, de mettre un accès à vie aux mises à jour du programme. L'idée, c'est de pouvoir apporter encore et encore au fur et à mesure. Et pour les premières personnes qui vont s'inscrire, les mises à jour seront complètement gratuites. Également, pour ceux qui ont suivi 80% de la formation, vous aurez une attestation de compétences que vous pourrez partager pour montrer qu'aujourd'hui, vous pouvez certifier, avoir des compétences dans tout ce qui est organisation, gestion du temps, que ce soit pour vos objectifs, vos priorités et votre planification, et qui permettra de montrer que vous êtes une référence et appuyer sur justement votre statut de personne organisée. Donc effectivement, à la base, j'avais deux choix. Soit je proposais cet accompagnement comme tout le monde le fait, formation et tout ce qui va avec, pour une somme assez colossale de 3 000 euros. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui dans mon centre de formation aligné. Là, l'idée, je vous dis, c'est que la formation en ligne, elle a été mise en place en début décembre. J'arrête ce soir la promotion. C'est le dernier webinaire masterclass que je fais, tout simplement parce que j'ai fait une offre qui marche plutôt bien à 497 euros. C'est-à-dire que la formation en ligne, je la fais à 495 euros. J'ai mis l'accompagnement individuel à 1 euro. Les tutos Outlook à 1 euro. Ce qui nous fait 497 euros pour 10 modules, plus d'une 20 heures, plus d'une vingtaine d'heures de formation en accompagnement individuel de 2 heures, des tutos Outlook qui vont vous permettre de maîtriser l'outil et pour tous ceux qui sont dans l'administratif, qui devrait être un incontournable. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai plus beaucoup de place. Il me reste 30 places pour les personnes qui veulent intégrer le programme. Quand j'aurai atteint les 30 dernières places, moi-même, comme je propose un accompagnement, il faut que j'ai du temps pour pouvoir répondre à tout le monde. Et du coup, j'ai de moins en moins de temps. C'est pour ça qu'il reste plus que, je crois que même un peu moins. Je crois qu'aujourd'hui, il me reste 19 places précisément. L'idée, c'est de vous proposer ça de manière exclusive, sachant qu'après, bien sûr, ça va passer au prix, à l'ancien prix, qui est d'un peu plus de 3 000 euros. Sachez que voilà, l'idée, c'est de vous proposer une offre clé en main, de pouvoir vous proposer des solutions avec justement un pack complet, une formation complète de 10 modules, un accompagnement individuel que j'ai mis à 0 euros, non, 1 euro exactement, des tutos Outlook à 1 euro également, l'attestation officielle du centre de formation aligné qui sera, elle, gratuite. Vous aurez des outils, des templates, des choses prêtes à l'emploi à mettre en place directement dans votre organisation. Tout ça pour, voilà, comme je disais, 497 euros. Je vous partage tout de suite, pour ceux que ça intéresse, le lien. Vous pouvez aller voir directement ça sur la page Aligné Formation. Jetez Go. Pour ceux qui auraient encore des questions, des hésitations, déjà, je vous invite à me les poser maintenant. Je vous ai mis aussi en place un questionnaire assez complet, assez pointu, assez détaillé. C'est l'équivalent d'un diagnostic qu'en général, pareil, je fais payer à mes clients, qui permet de savoir est-ce que réellement vous avez besoin ou pas de cette formation. Ça vous fait vous questionner sur vos objectifs, vos priorités, votre planification, votre travail en équipe, ce qui vous gêne, ce que vous avez déjà fait et ce qui vous reste à faire. Donc c'est un bon moyen également de savoir tout simplement où est-ce que vous vous êtes situé dans la résolution des 7 erreurs dont on a parlé. Il suffit de cliquer sur accéder au questionnaire. Si vous avez besoin d'en discuter en direct avec moi, si vous voulez faire ça de manière un peu plus intime, vous avez également un lien. C'est marqué réserver un appel. Ça vous met directement un lien vers mon calendrier à moi et on passera une petite demi-heure ensemble. Je répondrai à toutes vos questions supplémentaires, tout ce dont vous avez besoin. Et également, si vous avez besoin, je vous ai mis mon adresse mail directe, professionnelle, mais directe. Donc, si vous voulez me poser une question par mail que vous n'auriez pas eu l'occasion de me poser là maintenant, allez-y, vous avez mon adresse mail. Sachez que voilà, on est jeudi. J'arrête demain soir cette promotion, puisqu'après je change de programme, de type d'accompagnement. Ce sera toujours la même formation, mais en direct et plus en ligne. Donc c'est à vous de
de saisir l'occasion. Pareil, pour être sûr que ça soit sans risque pour vous, vous avez également une garantie satisfait ou remboursé dans les 14 jours. Donc vous pouvez tester la formation, voir si ça vous convient. Si ça vous convient pas, vous avez juste un mail à m'envoyer sans forcément rentrer dans les détails. Vous me dites voilà, ça me convient pas, je veux passer à autre chose, et ben je vous rembourse immédiatement. Pour vous montrer que c'est une opportunité à saisir, je vous ai mis quelques témoignages des personnes qui ont simplement contribué à cette formation, et il y a plus d'un millier de personnes. Alexandre qui m'a dit voilà, que c'est une formation très pertinente, enrichissante, ancrée dans la réalité du terrain, applicable de suite, et ça fait vraiment partie de mes valeurs. Pour le coup, on ne perd pas son temps, mais on en gagne. Le formateur est au top et cette formation devrait être obligatoire. Et c'est souvent ce qui ressort de cette formation. Pourquoi je ne l'ai pas faite avant? Pourquoi elle n'est pas obligatoire? Pourquoi on m'a pas appris ça à l'école? Et comme j'ai pas cette réponse-là, j'ai fait ma réponse à moi, qui est la formation que je vous propose. Vous pouvez retrouver tout ça dans les liens que je vous ai partagés et me poser les questions dont vous avez envie, besoin là maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, si tout a été clair, je vous partage juste un dernier petit témoignage, celui de Audrey Martinez, assistante de direction chez Arkema. Aujourd'hui, Suivi la formation. je réalise à quel point c'est important d'être proactif. Cette formation m'a été recommandée par mon employeur. J'y suis allée sans grande conviction ni grandes attentes parce que je suis quelqu'un qui suis assez créatif. J'avais pas très envie qu'on me dise comment il fallait que je sois organisée et je ne voyais pas trop l'intérêt. Et au fur et à mesure que Quentin nous a fait part de ses expériences, de ses connaissances, j'ai été assez surprise et je me suis prêtée au jeu. Aujourd'hui, je réalise à quel point c'est important d'être proactif dans sa vie du quotidien et dans sa vie professionnelle. Tous les outils que Quentin nous a transmis, j'ai facilement pu les mettre en œuvre assez rapidement. Et alors aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir être une proactive et je vous recommande fortement cette formation. Vraiment, sincèrement, il faut y aller. Donc merci à tous d'être venus, merci à tous ceux qui ont bien voulu participer, partager, échanger avec moi. Si vous avez d'autres questions, vous avez mon adresse mail, vous avez toutes les informations. N'hésitez pas à me partager quelles sont les erreurs que vous faites et les solutions que vous avez peut-être mis en place. L'idée, ça me permettra de proposer de nouvelles masterclass, de vous aider par la suite et de répondre justement à vos besoins. Merci à tous et j'espère à bientôt.